I think it says a lot about the Conservative Party of Canada. They're choosing to constantly attack independent media organizations, journalists who are working hard to keep Canadians informed and support our democracies. CBC Radio-Canada serves right across the country, delivers local news and local content in many regions of the country that, yes, has been challenged over the past years, but the idea of adding to that challenges and laying on by attacking this Canadian institution, attacking the culture and local content that is so important to so many Canadians, really indicates the values and the approach that Mr. Poilievre is putting forward. And I think it is telling that in order to attack this institution that is important for many, many Canadians, he runs to American billionaires, the tech giants that they continue to defend in committee and in their approach on our legislation to make tech giants pay their fair share. Conservatives are always there to defend them. So when they're trying to attack a foundational Canadian institution, the fact that he has to run to American billionaires for support to attack Canadians says a lot about Mr. Poilievre and his values. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. And may God have mercy on your soul. Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonsoir, nous sommes le mardi 18 avril. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Trois sujets aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez rapide, mais c'est difficile parce que le premier, l'introduction dont vous venez de voir, a eu lieu hier, avant-hier. Donc, j'en profite pour souligner, pour ceux qui ont des difficultés un peu avec l'anglais, c'est le premier ministre du Canada qui s'adresse aux médias en disant que Pierre Poilievre, c'est le chef du Parti conservateur du Canada, c'est l'opposition officielle au Parlement à Ottawa. Et il s'adresse à Pierre Poilievre en lui disant que je vais y aller dans mes mots parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, pour ceux qui parlent un peu l'anglais, c'est difficile à suivre le raisonnement du premier ministre du Canada. Mais en résumé, il dit tout simplement que Pierre Poilievre n'est pas gentil de dire que Radio-Canada est subventionné et qu'également Pierre Poilievre s'appuie énormément sur des multimilliardaires aux États-Unis au lieu de défendre l'intérêt des Canadiens. En fait, vous réécouterez l'intro, je ne suis pas certain de ce qu'il dit. Puis des fois, je me pose la question, est-ce qu'il sait, lui, ce qu'il dit? Fait que je viens de vous le résumer, mais voici à ma façon, vu d'un autre angle, ce qu'il disait et voulait dire. Ça vient d'une journée précédente. Elon Musk a acheté Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. La raison, et il ne s'en cache pas, encore aujourd'hui, Elon Musk est un des utilisateurs. Je pense qu'il n'y a pas personne qui utilise Twitter autant que Elon Musk. Et il l'utilise, il ne s'en cache pas, depuis déjà 2008, 2009, 2010. Puis là, il s'est aperçu que non. Il n'aimait pas qu'il y avait la censure et il sentait qu'il y avait une certaine censure sur Twitter. Ce que je vous compte là c'est pas... je ne l'invente pas, là. C'est Elon Musk en personne qui l'explique, la façon qu'il a procédé avant de dire « Ouais, ça vaut la peine de faire l'acquisition ». Je le sais, Claudette, choque-toi pas, c'est pas n'importe qui peut se permettre de dire ça un matin en se levant, « Ouais, je vais l'acheter ». 44 milliards de dollars.
pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, il s'est décidé quelque part, vous le savez, le reste de l'histoire, il y a quelques années, là, 2020, ça fait quelques années là, qu'il a fait l'acquisition, et il l'a modifié. Et là, il est sorti de là plusieurs dossiers, dont les médias traditionnels subventionnés n'ont pas parlé. Et là, je parle des Twitter Files. Ceux qui ont suivi ce dossier-là, c'est énorme. Énorme, ça implique à peu près tout ce qui s'appelle la haute voltige gouvernementale américaine, CIA, FBI, grandes corporations, présidents, multimilliardaires, influents de différents pays qui appelaient certains employés de Twitter pour faire en sorte que certains textes soient retirés, que certaines personnes soient bloquées de Twitter, que certaines informations ne soient pas écrites sur Twitter. Et ceux qui ont suivi ce dossier-là, bon, ça confirme que M. Musk a dit « Non, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. J'écrivais puis je m'en apercevais. » Donc, il en a fait l'acquisition. Et quand je dis que ça ne fait pas si longtemps que ça fait vraiment pas longtemps qu'il en a fait l'acquisition. Il est encore en train de travailler sur comment va-t-il faire de façon à ce que, tenez-vous bien là, de façon à ce que cette plateforme soit la plus populaire, la plus informative au niveau politique mondialement. Et il ne s'en cache pas, c'est son intention, c'est de faire en sorte, et il le sait très bien qu'actuellement, Twitter est utilisé par plusieurs hauts dirigeants de partout, de différents pays sur la planète. Et il veut faire en sorte que ça augmente. Tout ça pour dire que il a un sens de l'humour hors du commun. Il veut absolument la vérité, rien que la vérité, toujours la vérité. Il évite de bloquer les gens. Évidemment, il bloque selon les lois et le respect américain, selon les lois américaines, s'il y a de la pédophilie, s'il y a de la vulgarité extrême, s'il y a de la violence extrême. Bon, vous comprenez que, évidemment, il y a du respect à ce niveau-là. Mais disons qu'il est plus ouvert que l'ancienne administration Twitter, qui, en passant, et c'est mon avis, bloquait carrément, et c'est de l'évidence, on a tous passé par là, peut-être pas vous, mais moi en tout cas, et on s'est fait bloquer des textes, on s'est fait dire ça va pas avec le standard, et vous comprenez, bon, tout le monde l'a vécu, et pourtant, ce n'était qu'une opinion, point. Mais l'opinion qui était écrite n'allait pas avec les employés qui étaient en charge de faire la vérification de ce qui devait et ce qui pouvait être écrit. Cela n'existe plus. En passant, une information que je suis allé chercher en faisant la vérification de ce que je suis en train de vous dire, Elon Musk n'a pas mis 70% des employés quand il est arrivé là. Quand il est arrivé à Twitter, après un certain temps, à quelques mois, il a demandé à plusieurs employés de quitter et d'autres ont vraiment pris la propre décision avant de se faire mettre dehors de quitter. Alors, ce n'est pas 70% des employés de Twitter qui l'a mis dehors. C'est ça qu'il faut se comprendre. C'est 80%. Et il ne s'en cache pas. À ça, il ajoute pourquoi 80% des employés? Tout simplement parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas rentable au goût de Elon Musk. D'ailleurs, la compagnie qui a payé 44 milliards vaut actuellement quelque chose comme 22 milliards. Alors, disons qu'il a perdu 50%. Mais il y a toujours le sourire. Je répète, là, on n'est pas tous à son niveau. Il semble avoir encore du plaisir. Pour en revenir à l'intro que vous avez vue, le premier ministre du Canada s'adresse aux médias en disant que c'est pas bien que Pierre Poilievre, et ça, je suis pas certain, je mets un bémol sur ça, c'est ce que le premier ministre dit et suppose, semblerait que M. Poilievre a demandé à différentes personnes travaillant à Twitter d'indiquer que Radio-Canada est un média
subventionnés par le gouvernement canadien. À date, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Je pense que tout le monde est au courant. La création de Radio-Canada, c'est des subventions du gouvernement du Canada. C'est comme ça que ça a été créé. Le but est simple et noble. Je vous fais remarquer que si ma mémoire est bonne, c'est le Parti conservateur qui avait, quelque part dans les années 30 ou 40, là, qui a créé la Société Radio-Canada pour la simple et unique raison que toutes les régions du Canada, pas juste les grandes métropoles, les grandes villes, mais que toutes les régions du Canada aient un service d'information régionale de façon à ce qu'on puisse entendre parler de nous autres à la télévision. C'était le principe de base qui est excellent. Mettons que ça a changé un peu, mais l'idée de base, Radio-Canada est un organisme subventionné. On se comprend, et tout le monde est d'accord avec ça, et le principe est bien. Disons que moi, que ce soit écrit que Radio-Canada, c'est subventionné par le gouvernement canadien. Bon, OK, je n'ai pas de trouble avec ça. Oh, pélaille! Comme dirait Régine Laurent. Voyelle. Pas certain, moi. Pas certain que le premier ministre du Canada était content d'entendre ça. Parce que, disons que depuis quelques années, je ne veux pas vous mentir, vous ferez toutes les vérifications et ça me fait plaisir de vous dire que c'est facilement disponible sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Depuis l'arrivée en 2015-2016, l'élection de Justin Trudeau, les subventions de Radio-Canada ont augmenté de façon explosive, pour rester poli. Je pense que M. Harper avait dit à un moment donné, là, c'est énormément d'argent que ça coûte. Alors, il faudrait que Radio-Canada comprenne qu'on est en train de couper à différents endroits et Radio-Canada doit subir également certaines coupures. Et ça n'a pas fait l'affaire de Radio-Canada qui a commencé à, disons, changer le sens de l'information qui devait être très, 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 très objective. Je répète, il n'y a pas de mal à être subventionné quand le but ultime est de faire en sorte que l'ensemble des régions du Canada est informé de façon objective. C'est pas ce qui arrive et c'est pas ce qui est arrivé. Et à partir de maintenant, vous allez avoir mon opinion. Pantoute! Pantoute depuis 2016, depuis l'arrivée de Justin Trudeau, Parti libéral du Canada. Que vous soyez d'accord ou pas, vous ferez une vérification de J'en bégaye! Régine Laurent vous le dirait. Voyelle. Je vous le dis, moi. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai mis la main sur les rapports financiers de Radio-Canada des subventions données par le gouvernement du Canada. En 2017, j'ai pris 4 années pour avoir à peu près, dans le mandat actuel de Justin Trudeau, 2017-2018, c'est à peu près 1,2 milliard de dollars en subvention. 2018-2019, 1,2 milliard, quelques millions de plus. 2019-2020, 1,2 milliard quelques millions. Et 2020-2021, 1,4 milliard, quelque chose du genre. Vous avez bien compris, là, je parle de milliards de dollars en subventions. Et vous ne viendrez pas me faire croire qu'il y a une objectivité. On vient de vivre ce qu'on appelle le virus, là, la grippe chinoise, là. Vous essayerez de m'expliquer que tout a été fait de façon objective, sans influence à qui que ce soit au niveau des médias. Oups! On a perdu l'image 2 secondes. Et c'est ce que je pense M. Poilievre a essayé de faire comprendre à Twitter. Dire que c'est subventionné. On dirait que ça devient négatif. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Justin Trudeau a dit, là, mais c'est de toute beauté de voir ça. C'est une insulte, la totale. Là, il met la totale. Pierre Poilievre, c'est pas un bon gars, là. C'est le pire gars sur la planète d'avoir tout simplement
d'être tout simplement d'accord à ce que ce soit écrit sur Twitter que Radio-Canada est un média subventionné par le gouvernement canadien. Là, ça a insulté Trudeau à l'extrême. Tous les journalistes de Radio-Canada, ou presque, sont insultés. Pourquoi vous dites ça? Bien, pourquoi pas? C'est ça. Elon Musk, pour en revenir à Twitter, a dit que Twitter va tenter d'être le plus objectif possible. Et croyez-moi, il tente d'être le plus objectif possible. Tous les médias subventionnés vont probablement recevoir la note sur leur page que c'est un média subventionné par tel gouvernement. Bon, je ne vois pas, là, qu'est-ce qu'il y a de... C'est connu et reconnu. Pourquoi pensez-vous qu'il s'est choqué? Pourquoi Justin Trudeau se choque que la vérité soit déposée? Moi, c'est vrai, j'ai mis le mot « vérité » en disant « médias subventionnés ». Il y a ça, par exemple. Est-ce qu'un média subventionné depuis quelques années dit la vérité? Je ne veux pas embarquer là-dessus. Je veux pas... Radio-Canada, notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux. C'est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter. Vous avez remarqué que c'est daté du 17 avril, c'est hier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, ben là, je dois en parler, là. Radio-Canada, organisme subventionné, 1,4 milliard de dollars par année, subventionné par le gouvernement du Canada, retire. Je pense qu'il se retire à court terme. Ils vont tenter de faire de l'influence et de dire à différents employés, avertissez donc Elon Musk de ne plus faire ça, de retirer ça. Ouais, je ne suis pas sûr que Radio-Canada connaît le sens de l'humour de Elon Musk, mais je pense pas que ça va bouger. Puis ça va rester, et c'est parfait comme ça. Donc, je ne voulais pas prendre trop de temps parce qu'il y a quelques questions qui me reviennent, mais ça m'a permis de vous faire comprendre qu'il est important que les médias indépendants existent. À un tel point que Radio-Canada tente, dans un texte que vous venez de lire, là, qu'ils sont impartials et indépendants. Le mot « indépendant » devient très, très, très important. Radio-Canada n'est pas indépendant. Radio-Canada est subventionné. L'indépendance, c'est lorsque tu n'as pas à écouter celui qui te paye ton salaire. Il y a une différence. Par contre, Elon Musk, tant qu'à faire, je vais en finir cette histoire-là. Elon Musk a un excellent sens de l'humour et Radio-Canada a répondu. Pas longtemps après, hier, a répondu « C'est faux! On n'est pas subventionné à 100 % par le gouvernement du Canada. On est subventionné à moins de 70 %. Tenez-vous bien, Elon Musk est allé écrire, faire modifier sur la page de Radio-Canada que Radio-Canada est subventionné à 69 % par le gouvernement canadien. Faut-il avoir un bon sens de l'humour? Incroyable. Radio-Canada pensait gagner. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont gagner. Et je pense que Elon Musk est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un mal nécessaire à l'époque où nous vivons. Il est dans la coche de ceux qui peuvent se permettre d'influencer. Et j'en profite pour dire que... Pourquoi je parlais de ça? Il y a plusieurs personnes qui me demandaient, « Gilbert, vas-tu finir par nous parler de l'intelligence artificielle? » Ce qu'ils appellent AI. IA. L'intelligence artificielle. Vas-tu finir par en parler? Oui, je vais finir par en parler, puis ça m'amène à ça. La nouvelle, j'oublie le nom là, de la compagnie là, qui vient d'être créée, là, IA, comment c'est? ChatGPT. ChatGPT, c'est ça. Ils sont rendus à la version 4. Et là, j'ai commencé à faire les vérifications concernant ça. Et tant qu'à faire, ça passe ou ça casse, je retourne toujours à l'origine. Et ça, il y a longtemps que ça a été créé. Pour ceux, je vais nommer quelques noms, là. Larry Page. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de lui ou qui le connaissent un peu. Lui, c'est le fondateur de Google.
Ceux qui se rappellent de Google, un des fondateurs, le master, le maître de ça, c'est Larry Page. Étonnamment, qui était ami. En fait, était ami. Connaissance par la force des choses, étant donné qu'ils sont tous les deux dans le milieu de l'informatique et par l'entremise des ordinateurs, ont réussi à grossir leur propre compagnie. Un, c'était PayPal et l'autre, c'était Google. Évidemment que je parle de Elon Musk et Larry Page. Et ils ont eu l'idée de créer ce que tu appelles l'intelligence artificielle. J'en ai déjà parlé, j'ai écrit un livre là-dessus. J'ai écrit 3 livres là-dessus. J'en ai écrit un qui a été publié sur l'intelligence artificielle, la machine qui va changer le monde. Elle va-tu finir par penser? Et aujourd'hui, là, on tombe dans une coche assez élevée et les machines sont prêtes à recevoir ces algorithmes-là et ces recherches. Et on dit toujours un système ouvert. Et là, c'est là que je vais l'expliquer. Pourquoi j'attendais avant d'en parler? J'essayais de voir pourquoi Elon Musk s'entend plus avec Larry Page. Pourquoi Elon Musk, qui a mis énormément d'argent sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, sur la recherche de comment on peut faire évoluer un ordinateur, qu'on pourrait même le dire comme étant intelligent. Intelligence artificielle. Donc, la machine pourrait être considérée comme intelligente. Déjà, il y en a qui la trouvent intelligente, puis elle ne fait pas grand-chose, elle fait juste des calculs mathématiques, puis elle met des photos sur Facebook. Non, non, on parle d'intelligence artificielle très, très, très avancée. Mais, en programmation, et voici où est arrivée la fameuse coupure. Et il y en a qui me disent, Gilbert, pourquoi tu n'en parles pas? Parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui disent que c'est la pire chose qui est en train d'arriver, effectivement. C'est la pire chose. Voici pourquoi. Elon Musk s'est retiré parce que le système mis en place, on va l'appeler ChatGPT, appelez-le comme vous voulez, intelligence IA, peu importe. Bon, ce système-là devait être ouvert. Ouvert veut dire que toute personne, tout programmeur qui veut faire des modifications, l'améliorer, peut aller chercher des sections, des parties du programme, faire des modifications, le tester, le préparer, le présenter et peut être ajouté. C'est un système ouvert. Ça veut dire que toute personne ayant la capacité d'aller dans la programmation, et là, reste à savoir si on comprend le langage de programmation dans lequel a été fait ChatGPT, mais à partir de ce moment-là, c'est ouvert. Et c'est le principe, le mot magique, c'était que c'est un système ouvert. Tout le monde peut y participer de façon à ce que ça soit grand public et que tout le monde voit vers quoi on s'en va. Pourquoi Larry Page et Elon Musk, pas la chicane, mais disons qu'ils ne s'entendent plus, ils ne se parlent plus, ça fait au moins, on est quoi, en 2023? Début des années 2010, là, ouais. Larry Page a dit non, on ferme ça. C'est moi qui vais décider. Le public n'a pas d'affaire à savoir ça. C'est nous autres qui va créer l'intelligence puis qui va décider c'est quoi l'intelligence. Je viens de parler d'Elon Musk au début de l'émission en disant qu'il était pour la liberté de parole et de faire en sorte que les gens aient le plus d'informations possible de façon à se faire une tête. T'es bien mieux d'avoir 4, 5, 6, 7, 8, 12. C'est la plus belle chose qui peut arriver d'avoir 22 nouveaux médias indépendants, comme Lux Media, comme différents autres. Et vous vous faites une tête, et là, vous dites, OK, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord, puis je suis d'accord avec ça. C'est le principe de base, et c'est ce que Elon Musk a toujours voulu. Larry Page de Google, pas tout à fait. Alors, lui, il a dit, bon, ben OK, je vais faire ça tout seul, puis moi, je continue, puis on ferme le système, puis les gens n'ont pas d'affaires à embarquer dans ça. Disons qu'Elon Musk, il y avait d'autres projets également très, très, très ambitieux. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont entendu parler. Là. Lui, il est en train d'envoyer des fusées en vue vers Mars. Là, là. Bon. Même la NASA utilise certaines... Ah non, Elon Musk, disons... je n'ai même pas besoin de parler de ses fusées, j'ai rien qu'à parler de ses autos Tesla. Donc, ça vous donne une idée qu'Elon Musk avait d'autres projets en même temps et a délaissé un peu l'idée de l'intelligence artificielle, surtout que Larry Page de Google a dit non, on ferme tout ça, puis c'est nous autres qui décident. Elon Musk a quitté. Devinez qui a commencé à approcher Larry Page?
Bill Gates. Un autre qui aime ça, des systèmes fermés. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Exactement. Larry Page, Bill Gates. Je n'ai pas besoin de vous en nommer plus. C'est clair qu'à partir de ce moment-là, c'est mon opinion. ChatGPT est la pire chose qui a été créée comme version, que ce soit la 1, 2, 3, 4, là, c'est rendu à la 4e, la 5e s'en vient. La pire affaire. Ceux qui ont déjà essayé, ceux qui ont déjà été posés des questions à l'intelligence artificielle, c'est de l'évidence. Là, il y a des sujets, des fois, que je me dis, voyons donc, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? C'est vraiment... Ayant créé et ayant été le fondateur de Origin, système évolué pendant 30 ans, là, moi-même, je peux vous dire que l'intelligence artificielle qui est en train d'être mise sur le marché en fonction de ChatGPT, celle qui est actuellement sur le marché, là, qu'on peut utiliser, c'est un vomi. Pas compliqué. Il n'y a pas plus woke que ça. Au niveau artificiel, là, c'est la version d'un woke. Je n'ai pas besoin de vous dire que Larry Page, vous avez maintenant mon opinion de lui, puis Bill Gates, c'est comme de l'évidence. Là. Bon, on ne discute pas. On ne fait pas en sorte de faire une discussion. Non, on vous impose, puis c'est ça. Si vous ne me croyez pas, puis vous ne m'écoutez pas, vous êtes rien. Et c'est très, très, très malheureux. Il y a plusieurs personnes qui vont se soulever, pas sur ce que je viens de dire, non. Des gens qui font de la programmation et des gens qui comprennent ce qui est en train d'arriver, c'est dans le sens la pire chose, tout simplement parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est bien. C'est vrai que c'est bien et pourrait être une des belles choses de façon à aider plusieurs personnes, évidemment. Sauf que si le système est fermé et que tout est contrôlé dans les réponses que vous allez recevoir, c'est peut-être l'inverse, la pire chose. Je laisse le sujet en vous disant que Elon Musk est interviewé et généralement ne se gêne pas avec tout son humour pour répondre à toutes les questions. Et selon lui, ce qui est en train de se passer, si vous avez l'intention ou l'occasion de l'écouter, vous allez voir que c'est clair. C'est actuellement une des choses les plus dangereuses pour l'humanité au cours des prochaines années. Ce qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Et il n'est pas le seul à le dire, mais sauf que si vous avez l'intention de l'écouter ou si vous avez l'occasion de l'écouter, vous allez voir qu'il ne se gêne pas avec son sens de l'humour connu et reconnu pour le dire. Ça, c'est une question qui m'est revenue concernant, mais ça va me faire plaisir s'il y en a qui ça intéresse encore d'en parler. Une question qui me revenait souvent, et que finalement, je suis capable de répondre. J'ai écrit sur les réseaux sociaux, ceux qui ont l'intention de me suivre, je suis sur, justement, Twitter et Facebook. Je ne fais pas d'autres réseaux sociaux. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment le temps et je m'amuse beaucoup avec les deux. Mais j'ai déjà écrit que la Banque du Canada avait gelé son taux d'intérêt à 4,5 % la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et à tous les mois, la Banque du Canada prend la décision, est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt? Faites attention, je ne parle pas du taux d'emprunt, je parle du taux de base de la Banque du Canada. Elle ne l'a pas élevé, il est rendu à 4,5 %. J'ai prévu que la Banque du Canada devrait l'augmenter, à mon avis, je parle toujours du taux d'intérêt de base. Quelque chose comme 6, peut-être 6,5 %. N'ayez crainte, là, il y en a qui paniquaient. Là. Je dis, dis-moi pas que ça va être comme les années 80, quand ça a monté jusqu'à presque, t'empruntais à 19 % d'intérêt. Non. On ne se rendra pas là. 1, parce que la Banque du Canada ne sait pas exactement ce qu'elle est en train de faire. 2, parce que la Banque du Canada ne sait pas exactement ce que les gouvernements de la planète, les gouvernements occidentaux, sont en train de faire. Et c'est la même chose pour la Banque du Canada, la Federal Bank aux États-Unis, différentes banques centrales dans différents pays. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'actuellement les gouvernements respectifs sont en train de faire ou de penser. Pourquoi je dis ça?
C'est parce que, justement, les banques centrales ont de la difficulté à suivre le raisonnement des gouvernements, parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide. Et autant le gouvernement américain que le gouvernement allemand, que le gouvernement français, que le gouvernement canadien. Chaque fois que je dis le mot gouvernement canadien, j'ai quasiment le fou rire au Canada. Des fois, je me demande s'il y a un gouvernement qui se tient. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai tellement parlé. Je vais le faire rapidement parce que ce n'est pas les gouvernements qui mènent aujourd'hui. Je vais résumer, là, je peux vous en nommer 2, 3, là, que ce soit les GAFAM. Si je dis les GAFAM, là, il y en a qui ça ne sonne pas encore une cloche. C'est à peu près ce qu'il y a de plus gros comme firme, les GAFAM. Les GAFAM qui sont en Californie, qui dirigent quasiment les États-Unis, pour ne pas dire la planète. Là. Tout ce qui se fait aujourd'hui, des fois, je me pose la question, ça vient-tu de justement Google, Facebook, Twitter, nommez-les, Instagram, qui appartient déjà à l'autre. Là, ils font de l'auto-acquisition, tous des multimillionnaires, tout dans ce qu'on appelle les GAFAM de la Californie. Est-ce que c'est BlackRock? BlackRock, on en a parlé longtemps et souvent. Vanguard, pour rester dans le même créneau des compagnies qui s'occupent d'investissement pour faire que les gens qui investissent dans leurs firmes, qui, eux, investissent dans différents domaines à travers la planète Terre, fassent en sorte que les actionnaires fassent de l'argent. Bon, je l'ai déjà dit, là, Vanguard et BlackRock, c'est à peu près 20 000 milliards de dollars. Puis je ne me trompe pas. Faites-vous-en pas, vous allez faire des recherches, vous allez dire, oh, il n'exagère pas, c'est 24 000 milliards. Là. Ça n'a pas de sens, là, l'argent et le contrôle qu'ils ont. J'ai même déjà dit, et je répète, qu'actuellement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, BlackRock a déjà rempli toutes les soumissions, a rempli toutes les cases et va participer à la reconstruction de l'Ukraine après le conflit. C'est pour vous dire que les taux d'intérêt, je pense pas que, autant la Banque du Canada, mais je veux rester au Canada parce que je parle avec des gens qui me posent la question, qui sont canadiens, là. Je pense pas que la banque va l'augmenter à 4,5 jusqu'à 7, 8, 9. Au début, je pensais que oui. Parce que tous les paliers de gouvernement ont tellement donné d'argent. La dette canadienne a augmenté de 600 milliards de dollars depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Il a tellement donné d'argent. Je ne veux pas le mettre de côté, là. C'est pas mieux au Québec, là. François Legault a fait la même chose. Je dirais même qu'il a fait une campagne électorale, si mon souvenir est bon. Il a dit « Je vais donner 500$ à tout le monde si je suis élu ». Ça, c'est à tous les citoyens québécois. Bon, c'est ça. Il y en a qui... La pandémie avait le dos large, puis tout le monde donnait de l'argent. Bon, faites-vous-en pas, là, il n'y a pas juste le Canada puis le Québec qui agit en... pas bien. J'essaie d'être poli. Oh boy. C'est pas... Il n'y a pas juste ici, là. T'sais, en France, c'est pas bien mieux. En Allemagne, c'est pas mieux. En Espagne, en Italie, au Portugal. Tous les pays, ce que j'appelle les pays occidentaux, qui ont embarqué dans le phénomène de ça. Et je suis beaucoup plus à l'aise, vous avez remarqué, que YouTube a accepté qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des doutes que le virus chinois vient d'un laboratoire en Chine. Déjà, là, on peut commencer à s'exprimer plus facilement sur YouTube sans être bloqué, ce qui est arrivé souvent. Là, déjà, l'information commence à sortir et tout le monde réalise que, ah ben oui, je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à c'est une menterie ou une arnaque depuis le début, mais une chose est certaine, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, je ne nommerai pas toutes là, les firmes là, qui ont eu du plaisir à exiger de tous les pays de signer un document pour ne pas dévoiler les conditions, ça commence à sortir. Différents pays exigent d'avoir Pfizer devant eux ou d'avoir le président de Moderna ou de Astra. Et c'est le temps de venir au Sénat. On a des questions. Ça commence. Au Canada, c'est long. Faites-vous-en pas, ça va être long, là. Bien, c'est pas grave, ça se peut.
Mais aux États-Unis, c'est déjà commencé. Il y a différents pays en Europe, dans l'Union européenne, qui commencent à se poser des questions, puis qui commencent à dire on aimerait ça avoir l'ensemble de la documentation, pas caviarder, on veut savoir qu'est-ce qui est écrit, puis là, ça s'en vient. Donc, les gouvernements ont cessé de remettre autant d'argent. S'ils n'avaient pas arrêté, tu crées, sans t'en rendre compte, un genre de masse monétaire artificielle dans le marché. Tout le monde a de l'argent, personne n'a travaillé pour. On vient de vous dire qu'ici, au Canada, là, vous aviez juste à faire un numéro de téléphone, rentrait 2000 dans votre compte de banque, là. Venez pas me dire que c'est pas vrai, là. C'était automatique. Pouf! 2000. Tous les mois. Sans rien faire. Bon. Ça, là, ça a causé, c'est exactement ce qui est arrivé. Tout le monde a de l'argent, personne n'a travaillé pour, tout le monde en a profité, tout le monde a voulu en profiter, et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une demande. Tout le monde a de l'argent, tout le monde achète de plus en plus. Ça crée quoi? Bon, bien là, il manque de stock, donc on fait augmenter les prix, puis là, ce qu'on appelle ça, l'inflation. Et là, est arrivé l'inflation. Là, ils ont essayé de faire croire à tout le monde que l'inflation, c'était « Ah! » L'inflation est très bien maintenue au Canada, c'est 5 4 6 En France, ils disaient, peut-être 7 Hey, 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 hey! Le poulet il a doublé, le bluff a triplé. Voilà, donc, prenez-vous. Hey, faut-tu être raisin de dire ça? En tout cas, ils ont essayé de faire croire ça, mais Voyelle. tout le monde s'en est aperçu. Tout le monde s'en est aperçu. Donc, j'ai de la misère au calvaire. On a du plaisir ici. Tout ça pour vous dire que, d'après moi, les taux d'intérêt vont cesser de monter. Je ne pense pas qu'on atteigne même 7 parce que là, les gouvernements ont réalisé qu'il faut payer la dette. Là, c'est pas juste d'avoir monté les taux d'intérêt pour ralentir les gens pour qu'ils arrêtent de dépenser trop vite. Les gouvernements viennent de s'apercevoir, c'est vrai, si on fait monter le taux d'intérêt, au fédéral, par exemple, là, Justin Trudeau, lui, il a emprunté 600 milliards de dollars. Lui, avec, il va falloir que le gouvernement paye le fameux 4,5 d'intérêt, là, ou 5 je ne connais pas la cote du Canada. J'espère qu'ils ne disent pas qu'il est AAA, mais il y a quelqu'un qui va faire la même chose au Québec. Je peux même descendre au niveau de Montréal. La même chose. La dette de Montréal est stratosphérique. Le budget de Montréal, c'est 6,7 milliards de dollars. La dette est 18 milliards. Il y a quelqu'un quelque part qui dirige, qui ne comprend pas que, c'est vrai, on n'aurait pas dû donner de l'argent à tout le monde. Mais il va falloir que tu payes. Là, tu fais mal à tout le monde. À Montréal, les taux d'intérêt vont monter sur les emprunts à long terme. Au Québec, les emprunts, même chose. Au Canada, fait que là, la Banque du Canada s'est sûrement fait dire « Wow, 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 wow! » On va arrêter de donner d'argent au monde, là. Monte pas trop vite les taux d'intérêt. Fait que pour répondre à la question qui revient à tout le monde, je dis « ça va-tu monter à 10, 12? » Non, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Il n'y a aucun gouvernement qui sait ce qu'il est en train de faire. Je le répète, aucun. Je dis ça. Je veux garder un certain respect parce que ce sont des élus. Donc, il y a des gens qui ont voté pour eux autres. Je vais avoir un certain respect. Il y a peut-être certains pays, on revient toujours à 30 pays, 40 pays. On parle toujours des mêmes, là, en Europe, là, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal. On revient toujours avec les mêmes pays, ou presque. On a des difficultés à vouloir parler de la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Syrie, le Liban. Le Liban, ça ne sera pas long. D'après moi, eux autres, ils ont bien de la misère. Ça, c'est encore pire. Eux autres, en plus, c'est corruption extrême. Mais c'est pas le seul pays qui est comme ça. L'Ukraine, c'est pareil. Bon, l'Australie, le Chili, le Brésil, l'Inde. Il y en a des pays, on devrait commencer à en parler. Il y en a presque... Il y en a qui disent 194, d'autres disent 200. Bon, on parle trop des mêmes. Donc, il doit y en avoir des bons dirigeants dans le tas.
Mais je peux vous dire qu'actuellement, dans ceux dans lesquels on parle, moi j'appelle ça le milieu des woke, là. Tous ceux j'appelle ça, moi, les esclaves des États-Unis, l'Union européenne, là, les membres de l'OTAN, je pense qu'ils sont rendus 31. Bon, ben ces 31 pays-là, là, bon, ça, c'est pas mal esclaves. Les États-Unis, le Canada, peut-être même l'Australie, peut-être même l'Indonésie, quelques pays. Malgré que l'Indonésie, la Chine est en train pas mal de prendre le contrôle dans des îles en Indonésie, parce que la Chine est en train de préparer, je vais y revenir plus tard, bien, elle est en train de préparer, elle, ça... En tout cas, il aime bien la Taïwan, Xi Jinping. Tout ça pour vous dire que, en Occident, les taux d'intérêt, non, je ne prévois pas qu'il va y avoir une incapacité à payer les taux d'intérêt. La question que je n'ose pas répondre, qui me revient également souvent, je dis, bien, est-ce que c'est le temps de prendre un placement 3 ans variable ou fermé? Oups! Je viens de vous dire, il n'y a pas un mot du gouvernement qui sait ce qui se passe, pensez-vous, je le sais moi avec? Voyons donc! Voyons donc! Moi, c'est drôle, je ne le sais pas. Là. Une chose est certaine, vous fermez un emprunt, vous stabilisez et vous connaissez les 36 prochains mois, vos paiements. Variable, vous ne le savez pas. C'est la seule chose que je peux dire. Là. Ceux qui peuvent se le permettre, variable, c'est toujours bien si on prévoit qu'à court terme, les taux vont baisser. Puis fermé, c'est bien parce qu'on est capable de prévoir quel va être le paiement de façon régulière, tout le temps le même, pendant 36 mois, ce qu'on appelle une stabilité des paiements. Cette question-là, malheureusement, je ne suis pas capable d'y répondre correctement. Je vais faire une publicité. Ici, c'est un média indépendant. Je répète, média indépendant. Sur Twitter, ça ne sera jamais écrit subventionné. Justin Trudeau ne pourra jamais dire que Lux Média, il ne nous défendra pas. D'après moi, ça ne sera pas écrit que c'est subventionné. Pour cette raison, je vais me permettre une petite publicité pour une personne que je n'ai pas eu l'occasion de connaître énormément, mais qui a été très impliquée politiquement. Preston Manning. Lui, il se promène un peu partout au Canada avec l'organisme National Citizen Inquiry. Je l'ai bien dit, là. Si vous voulez plus d'informations concernant la National Citizen Inquiry, NCI, vous n'avez qu'à aller sur un moteur de recherche, écrire NCI ou National Citizen Inquiry. Pouf, vous allez avoir toute l'information. Il va être ici au Québec, le 11, 12, 13 mai à Québec. Je ne veux pas aller loin, mais je vais vous dire, grosso modo, c'est cet organisme-là que Preston Manning a, semblerait, créé, un des fondateurs, un des défenseur de cet organisme-là. Plusieurs choses ont été créées lors de la grippe chinoise, dont un principe de base qui est démontré depuis des millénaires. Quand tu veux contrôler la population, tu t'arranges pour qu'elle ait peur. Tu crées la peur, tu crées un contexte de peur et tu finis par contrôler ta population parce qu'elle a peur. Je ne veux pas vous en dire plus. Je peux vous dire que c'est un organisme qui fait le tour du Canada, qui prend de l'ampleur, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent comprendre comment se fait-il qu'on n'a pas eu toute l'information nécessaire lors du 2 ans et demi là, de contrôle total. Là. Reste chez vous, tu n'as plus le droit de sortir. Toi, tu n'as pas le droit d'aller manger au restaurant. Tu n'as pas ta passe sanitaire. Toi, tu ne peux pas prendre ta marche après 8 heures le soir parce que tu n'as pas de chien. Puis, je ne sais pas si vous comprenez, là. Il y a des gens qui commencent à se poser la question, coudonc, ils savaient-tu ce qu'ils faisaient? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Je vais répondre la même chose. Je pense qu'il n'y a pas un gouvernement qui savait ce qu'il faisait. Il écoutait ce qu'il se faisait dire. Et qui étaient ceux qui prenaient les décisions? C'est là que je dois m'arrêter.
Peut-être que je vais être capable de le dire sur le réseau YouTube un jour, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre niveau de contrôle qui est pris de plus en plus et c'est payant en titi. Donc, Preston Manning va être à Québec 11, 12, 13 mai. Lui, il ne sera pas là. Lui, il ne sera pas là. L'organisme. C'est ça, c'est ça. Je m'excuse. L'organisme National Citizen Inquiry, dont Preston Manning est très impliqué. 11, 12, 13 mai à Québec, il va y avoir, une chose est certaine, Sean Buckley, si je ne me trompe pas, un avocat, qui s'exprime très bien. Il exprime très bien c'est quoi le phénomène de la peur. Pour ceux qui veulent en savoir plus, comment est-ce qu'ils ont pu dire que... Même qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, vous allez entendre parler qu'ils n'ont pas pris la décision. Ils ont failli prendre la décision que ceux qui ne sont pas vaccinés, il faudrait peut-être penser d'aller les mettre dans un camp à part. Je ne sais pas si le nom qu'ils n'ont entendu parler de ça. Ils vont jusqu'à là pour expliquer c'est quoi le phénomène de la peur et tout ce phénomène-là. Ça semble très intéressant. Je ne pense pas que Mario Dumont, Patrick Lagacé, Valérie Plante et Richard Martineau vont être présents, mais ça va être intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus et qui se posent des questions. Qu'est-ce qui vient de se passer au cours des 2 dernières années? Je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, là, j'achève, parce que je reste sur le même thème. C'est des questions qui me reviennent, qui disent... concernant les médias d'information, lors du début de l'émission d'aujourd'hui, je disais, Justin Trudeau, il est choqué, parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué que Radio-Canada était subventionné par le gouvernement canadien. Mais... Après ça, il y a quelqu'un qui me posait la question dans le même temps qui disait ben, ça se peut-tu que des médias disent pas tout à fait la vérité? C'est dur d'être sérieux, là. Cette question-là, c'est dur. C'est pas parce qu'ils veulent pas dire. C'est pas parce qu'ils veulent pas dire toute la vérité. C'est parce qu'ils. Il relève de quelqu'un qui fait en sorte que si tu ne dis pas ce qu'ils veulent que tu dises, ça se peut que ton emploi soit remis en question. Disons que c'est bien dit comme ça. Disons que c'est bien dit. Comment est-ce que je peux vous donner l'exemple le plus clair? C'est le jeune, ceux qui suivent, là c'est vraiment, merci à ceux qui suivent l'émission Ça passe ou ça casse à Lux Média sur YouTube. Mais là, vous devez être au courant. Désolé pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous pouvez écrire encore une fois sur les médias, sur les moteurs de recherche. Jack Teixeira. T-E-I-X-E-I-R-A. Jack Teixeira, il a 21 ans. Lui, il travaillait pour la Air Force National Guard aux États-Unis, évidemment. Et il a mis la main sur certaines informations. Il travaille pour la Air Force National Guard. C'est son travail. Ça n'a pas été trop dur de mettre la main sur certains documents, puis bon... Je donne pas une nouvelle, là. Ça fait 1 mois qu'il a écrit ça, ce jeune-là de 21 ans, sur un autre média social qui s'appelle Discord. Il n'y a pas juste Facebook, Twitter, il y en a. Il y en a d'autres. Puis lui, il a tout simplement écrit différentes informations concernant le conflit qu'il y a en Ukraine et Russie. Ouf! Là, vous voulez que je vous en parle, moi, des médias ou quelles informations qui peuvent être dites ou pas? Oh, lui, ça n'a pas été long. Ouh! Dès qu'un média a mis la main là-dessus, ou dès que quelqu'un a dit « Hey, avez-vous vu ce qui a été écrit là? Avez-vous vu ce qui a été dit là? » Là, ils ont été chercher l'information qui venait d'être dite. Ce qu'on appelle, ici, on appelle ça comment, là? Un sonneur d'alerte, lanceur d'alerte, c'est ça? Oh, non. Là, tu n'es plus un lanceur d'alerte, là. Fallait pas que tu donnes cette information-là. Je vous la résume, là, c'est que la Russie est en train de planter l'Ukraine. Full. Je vais en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, mais grosso modo, c'est regarde. Voici de l'information, là. L'Ukraine est en train de perdre à plate couture. Poutine prend son temps parce que ça lui fait plaisir.
il veut écœurer l'OTAN au maximum. Amenez-en des armes, on va toutes vous planter à notre vitesse. Vous comprenez le principe de l'information qui venait d'être donnée. Oh boy, oh boy, oh boy, c'est pas l'information qui devait être sortie, là. Ça fait pas l'affaire du président américain Joe Biden, là. Ça fait pas l'affaire de Justin Trudeau qui a donné 4-5 milliards de dollars à l'Ukraine. Ça fait pas l'affaire à la France. Pas à tout, Macron. Wow, 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 wow! Ça fait pas l'affaire à l'Allemagne. Ça fait pas l'affaire à... Il y en a que ça fait peut-être leur affaire, mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais ça ne fait pas l'affaire de différents pays, là. Hey, qu'est-ce qu'il est... Bon, c'est plus un lanceur d'alerte. Il donne de la vraie information, sauf que c'est pas celle-là qu'il faut donner. Là, je réponds à la question de tout à l'heure. C'est ça. Il ne faut pas que tu donnes cette information-là. Il faut continuer à faire en sorte que les États-Unis se servent de l'Union européenne, qui sont d'ailleurs les esclaves des États-Unis, et que les Joe Biden puissent dire continuez à donner de l'argent et des armes en Ukraine. Une guerre par procuration. C'est ça l'information. Et dans l'information, il faut dire que l'Ukraine gagne. Mettons que depuis quelque temps, ils disent moins ça. Disons qu'ils disent un petit peu plus. L'Ukraine peut gagner. Fait que Jack... que je connais pas, Jax Teixeira, 21 ans, de la Air Force National Guard. Lui, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a dit. Mauvaise information, ce n'est plus un lanceur d'alerte. Wow! Vous auriez dû voir ça avec les... C'était quasiment un char d'assaut qui est allé le chercher chez eux, les mains dans le dos. Tu recules. Ouais. Quand tu te fais arrêter, là, tu t'en vas pas par en avant, tu t'en vas à reculons, les mains dans le dos, là, parce que là, ils sont là avec toutes les... Oh, lui, ça va pas bien, là. Non, parce que ce qu'il a écrit, c'est la vérité. Mais c'est pas une question de la vérité, c'est que cette information-là ne devait pas être dite. Ça va pas avec ce qui devait être dit et ce qui est dit actuellement dans tous les médias, dont, je les nomme pas, là... Radio-Canada. Bon. Alors, l'information n'est pas tout à fait ce qu'on... Par contre, lui, il n'est pas considéré comme un lanceur d'alerte. Non, lui, c'est un terroriste intérieur. Terroriste intérieur. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il est considéré comme un problème pour les États-Unis. Bon. Mais là, où tu pourrais... Parce qu'il y en a qui vont me dire, Gilbert, fais-moi un comparatif avec un lanceur d'alerte puis un terroriste intérieur. Un terroriste intérieur, c'est ce que je viens de dire, d'énumérer. Jack Teixeira, 21 ans, de la Air Force National, est allé dire des choses de l'interne de ce qui se passe réellement. Oh, ça, c'est du terrorisme. Bon. Je vais terminer, parce qu'après ça, j'en ai une autre question que j'aimerais bien avoir le temps de répondre. Lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est... et c'est arrivé encore la même chose. Ça fait un petit peu plus longtemps, par exemple, que c'est arrivé. Considéré comme un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, ça veut dire qu'il est protégé. Monsieur Jack, lui, il n'a pas été protégé. Les médias ont tout de suite avisé le FBI. Tout le monde a été avisé. Ah ouais, allez chercher ce gars-là. C'est un terroriste, il est en train de dire des choses vraies. Bon. Lui... c'est pas un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui travaille dans le bureau de la présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020, qui, lui, rapporte que lors des discussions dans le bureau ovale, tout le monde comprend quand on dit ça, le bureau ovale, le bureau du président, et les plus proches collaborateurs et certaines personnes, chefs de cabinet et différents hauts placés, prennent des notes, puis bon. Il y a quelqu'un qui a rapporté que Donald Trump agit comme un bébé. Il n'écoute pas tout le monde. Puis quand ça ne l'intéresse pas, il dit OK. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Il agit comme un bébé. Il fait ce qu'il veut. Puis, bon. Je fais exprès pour répéter ça, là. Trump agit comme un bébé. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent de ça. Ça a fait 3 semaines des nouvelles. Je
je peux pas vous donner le nom de la personne. Ça a fait tous les médias. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Pendant le mandat, le premier, il y en a eu juste un, Trump. He's a baby. Il acte, il acte pareil comme un enfant. Il écoute pas tout le monde. Il veut juste entendre ce qu'il veut. Puis là, ça a fait là, que là, Donald Trump, c'est un enfant, c'est un bébé lala, il écoute pas. Demandez-moi pas le nom de qui a dit ça. C'est un lanceur d'alerte. Lui, il est protégé par le FBI. On n'a pas le droit de savoir son nom. Ça, c'est un lanceur d'alerte. Il est allé chercher de l'information importante qui s'est dit à l'intérieur de la Maison-Blanche. Ça, c'est important. Fait qu'on a ramassé le nom du gars. Je ne sais même pas si c'est une fille. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'à l'interne, il y a du monde qui disait que Trump, c'était un bébé. Alors, ça, c'est de l'information en sacrifice. Bon, bien, ça, c'est un lanceur d'alerte. Parce que ça va avec la nouvelle qu'on veut faire. Faut pas que les gens aiment Trump. Fait qu'il faut y trouver tous les défauts. Lui, il est protégé. Ah, vous me suivez? Je tenais absolument à vous faire l'exemple comparatif parce que là, je voulais passer pour quelqu'un d'objectif. Je termine. Évidemment, la dernière nouvelle. Tiens, en passant, tiens. Le cirque recommence. Ça vous donne-tu de la façon que les médias décident comment est-ce qu'on traite une information? Donald Trump a annoncé qu'il était candidat à la présidence des États-Unis. Tout de suite, Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, nommez-les. Tout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le cirque recommence. Il faut le faire. C'est pas compliqué. C'est pas la nouvelle qui est importante. C'est celle qu'on va vous dire. Les woke dirigent et ne discutent pas. Voici ce que je vous impose. Vous écoutez et, comme disait Mme Laurent, Vos gueules. c'est ça. La dernière, j'achève, là. Concernant l'invasion de la Russie en Ukraine. Oui, je persiste et signe. La Russie a... Non, je vais y aller... Comme je fais d'habitude, à ça passe ou ça casse, je vais y aller d'un autre angle. Lors de l'invasion en février de l'an dernier, on parle de l'an dernier, on en est déjà à 14 mois plus tard. Là, 14, bon. Je persiste et signe que Vlad, président russe, savait ce qu'il faisait, mais ne s'attendait pas d'avoir comme résultat devant lui là, autant de défense en provenance des pays membres de l'OTAN. Autrement dit, il ne savait pas qu'il y avait eu tant de matériel qui était rentré proche de Kiev. Tout le monde comprend que Kiev, là, la capitale, là, et différentes autres villes qui avaient déjà pas mal d'installations de protection. C'est vrai. Mais il n'est pas allé à 100 % de la puissance de la Russie. Je maintiens mon point. Non seulement il n'est pas allé à 100 % là, il est allé avec probablement des puissances chars d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Il ne s'attendait pas, il n'est pas arrivé là avec son nouvel équipement. Et ça l'a ralenti. Et je dis, moi, que c'est à ce moment-là, quand il a changé de général, parce qu'à un moment donné, il a dit, OK, ils sont assez drastiques en Russie, là, ils prennent une décision assez rapidement, puis là, ils disent, OK, non, je pense que tu as pris la mauvaise décision, c'est pas comme ça qu'on aurait dû attendre. Puis là, il a changé un petit peu la haute direction qu'il conseille. Ça, c'est Vlad. Il est vite, lui. Il n'a pas de temps à perdre. Regarde, c'est pas sûr que tu as fait de la bonne affaire. Il est allé chercher deux autres qui sont habitués de voir qu'est-ce qui se passe. Je répète, ça a commencé en février, mars. Hein, vous vous rappelez? À une certaine vitesse. Qu'est-ce qui arrive au mois d'avril ou mars, avril, sur les terres de l'Ukraine?
si vous saviez, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant de ça, là, les plus belles terres au monde pour l'agriculture, c'est en Ukraine. On ne parle pas d'une terre là, qui a à peu près 3 pieds de profond. Là. On parle de 15-20 pieds de profond de terres agricoles. Incroyable. C'est les terres... Il y a des pays qui diraient, vends-moi ta terre, pas compliqué, je vais acheter cette terre-là. Tellement c'est de l'excellente terre. Elle a un grand défaut, c'est que mars, avril, c'est de la boue. Un char d'assaut, là, c'est comme du sable mouvant. Il descend, là, il n'y a rien. C'est mou, 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 mou. N'oubliez pas, il est arrivé là, février, mars, avril. Et... quand il s'est aperçu que, bon, que la défense est bonne, on va se reculer, puis on va revenir du côté du Donbass. Parce qu'il s'était essayé, lui, du côté, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, par la Biélorussie, du côté nord-ouest. Il dit, tiens, on va l'essayer par la Biélorussie, c'est plus proche de Kiev, au lieu de rentrer par le Donbass, du côté est de l'Ukraine. Fait que là, il s'est essayé à 2-3 places, puis moi, je disais, pas sûr. Moi, dans ma tête, là, je vous le dis, dans Vlad, la seule chose qu'il veut, lui, c'est de reprendre, évidemment, le Donbass, toutes les terres agricoles, et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a plusieurs industries. Et du côté sud, en s'en allant vers l'ouest, il veut arrêter à Odessa. Le reste de l'Ukraine, tant qu'à faire, moi, je vais aller plus loin dans ma prédiction. Moi, je dis que la Pologne, ça, c'est à côté de la Biélorussie. C'est ça, faut vous... Imaginez-vous là, un peu, là, un petit peu plus au sud de la Biélo. Là. La Pologne, les États-Unis sont en train de l'équiper, là, c'est écœurant. Moi, je pense qu'il doit y avoir 15 000 soldats, là. Puis la Pologne, elle est pro-OTAN, puis pro-États-Unis. La Pologne a jamais aimé la Russie. La Pologne, elle, durant la Deuxième Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, je pense qu'elle était pas mal du côté des Allemands. En tout cas, c'est une longue histoire, la Pologne. Là. Quand je dis la Pologne, faites bien attention, là, c'est pas toujours le monde d'aujourd'hui. On est en 2023, je viens de parler de la Deuxième Guerre. Là. Fait qu'il faut se rappeler des événements. Sauf qu'actuellement, la Pologne aime pas... C'est bizarre parce qu'elle aime pas la Russie, mais elle aime pas aussi l'Ukraine. La seule chose qu'elle a dans la tête, c'est de se mettre chum avec les États-Unis. Et ce que je pense, c'est que quand Poutine... quelque part au mois de juin, va faire la grande entrée. Moi, je pense qu'il attend juste que le sol soit plus dur pour aller chercher, je cherche le nom, Bakhmut. Je pense que c'est la seule ville stratégique qui lui manque. Ça, c'est à l'ouest du Donbass, en plein centre de l'Ukraine. Il est rendu là. Puis là, il dit, ah ben là, on tombe vraiment dans le mou, là. Fait que là, il va attendre. Pendant que les Ukrainiens là, sont en train d'envoyer de plus en plus de monde. Puis, l'espérance de vie d'un Ukrainien me fait bien de la peine de le dire, là, mais à mon avis, là, les médias devraient arrêter. Là. Regarde. Ça ne vous tente pas de parler de paix, là. C'est clair, là, que c'est réglé ou presque. C'est mon opinion, je répète. Tout ça pour dire que Bakhmut, c'est la dernière ville stratégique. En plus, si vous suivez ça, Bakhmut, il y a tellement de routes qui partent de Bakhmut qui s'en vont dans différents endroits. Tenez-vous bien, là. Vlad ne démolit aucune route. Tu sais, quand les médias disent, là, c'est le massacre qui est en train de tout tirer, c'est chirurgical. Spécialement cette ville-là. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais là, c'est plein de maisons, puis sont toutes démolies, puis les centres d'achat... Il y a deux côtés à la médaille, là, puis je ne rentrerai pas dans l'ensemble des détails, mais je pense qu'il serait peut-être temps que vous écoutiez Sergueï, lui, je l'aime bien, lui, Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères. Son titre est comparable à celui de Mélanie Joly au Canada. Mais croyez-moi sincère que c'est pas le même type de travail, là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ne font pas la même chose. En tout cas, Sergueï Lavrov, là, croyez-moi sincère qu'il est en arrière d'à peu près tout ce qui se fait de solide. Si l'Iran parle avec l'Arabie saoudite, dites-vous que Vlad n'était pas tout seul. Sergueï Lavrov, il y a des chums un peu partout. Puis si l'Algérie
ou si différents pays, la Syrie, Sergueï Lavrov, il est quelque part en arrière. Il est tellement puissant, ce ministre-là des Affaires étrangères russe. Tout ça pour dire que je pense que stratégiquement, moi je dis on se rend pas en juillet. Que la déclaration officielle va être faite, la Russie est en train de va avoir terminé d'avoir pris Bakhmout, n'a pas bombardé toutes les routes alentours et va s'en aller là, pour finaliser à peu près. Puis là, vont attendre Zelensky. Jusqu'à ce que Zelensky se fasse dire par son patron, Joe Biden, « OK, tu peux négocier. » Mais on aimerait être là pour négocier. On aimerait ça que l'Allemagne soit là. Puis je pense que même ils vont dire, on ne veut pas que Xi Jinping en Chine soit là, bien que Xi Jinping serait un maudit bon négociateur là, des deux bords. Non, ils vont peut-être dire Erdogan. Il y en a-tu qui se rappellent de Erdogan? Moi, je l'appelle Erdogan. Lui, il est en Turquie. Ah, lui, c'est écœurant. Hey, là, si je partais, là, on en aurait pour 2 heures. Erdogan, là, lui, en Turquie, lui, il est au... Non, c'est pas vrai. Il n'est pas en chicane. Il n'aime pas personne. Mais il négocie avec tout le monde. C'est un homme d'affaires. Lui, n'importe qui. Lui, il a dit à la Russie, ouais, vends-moi ça, du pétrole, moi t'en acheter, puis je vais leur vendre, pas de trouble avec ça. Puis les États-Unis, ils ont dit, il faut que tu fasses des pénalités à la Russie. Ouais, je vais te faire ça. Puis lui, il dit, moi, je le trouve tellement un bon négociateur. Puis il trouve avec le sourire, sympathique, il n'est pas perdant, puis il contrôle peut-être pas la mer Noire, là, tu sais, mais... Ah, il est drôle, lui, quand il se pogne des fois avec la Grèce. Ça c'était une autre histoire. Mais en tout cas, Erdogan va peut-être faire partie des négociations. Zelensky va marcher à 4 pattes, il n'y aura pas le choix. Ça, c'est si... C'est pas fin ce que je vais dire là. Si les États-Unis ne changent pas d'idée. Parce qu'oubliez pas que les États-Unis, là... Saddam Hussein, en Irak, c'était un grand chum des États-Unis. Ils l'ont pendu. Hein? Rappelez-vous de ça, là. Et pas juste lui, là. Je ne veux pas toutes les nommer. Ça, Al-Assad, là, je ne me rappelle plus, là, Al-Assad, là, lui, en Syrie, les États-Unis, ils s'entendaient bien avec lui. À un moment donné, non, là, ils bombardent, ils ne veulent plus l'avoir là. Il y a toujours une raison en arrière de ça. Je suis en train de préparer un dossier sur comment ça se fait que les États-Unis sont chum avec un pays, puis après ça, ils tuent le dirigeant. Je suis en train de préparer quelque chose là-dessus, mais c'est impressionnant. C'est tout pour la même raison. Tout ça pour vous dire que Zelensky, moi, si j'étais lui, je ferais attention, là. Je commence à faire. C'est pas fin, ce que je dis là. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'était à lui de négocier puis d'arrêter d'être esclave de... Hey, voyons donc. Hey, moi, quand j'ai entendu ça, les 2 pipelines, là, dans le sous-sol là, de la Baltique, qui partaient de la Russie jusqu'en Allemagne, puis là, mon Zelensky dit « Ah, les Russes qui ont fait sauter ça. » Voyons donc. Là, ils ont commencé à dire, là, c'est peut-être des pro-ukrainiens. Là, ils n'osent pas encore dire que c'est les États-Unis qui sont en arrière de ça. Fait que là, ils commencent à dire, c'est peut-être des pro-ukrainiens qui ont fait sauter. Une chose est sûre, moi, je peux vous le dire, à 180 pieds sous l'eau, dans le Baltique, c'est pas les Ukrainiens qui sont allés placer des sondes là. Donc, ça, c'est certain. Ça pour dire que je voulais répondre à la question, on va finir par répondre. Bakhmout. Bon, Bakhmout. Moi, je pense que la Russie va le prendre. Sauf que les Américains vont trouver tough de perdre cette histoire-là. Parce que c'est une grande histoire, là. C'est une question de contrôle. En arrière de ça, il y a le contrôle de l'argent. Les Américains ne veulent pas perdre le contrôle de l'argent. Ils sont en train de la perdre à cause des ententes du BRICS. Bon, tenez-vous bien, je pense que dans les armes qui s'en vont actuellement en Ukraine, d'après moi, c'est un signe qu'on s'en va vers la fin. Il y en a qui parlent que certains missiles contiennent de l'uranium affaibli. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que ça veut dire, ça. L'uranium, là, tu fais juste faire tomber ça quelque part là, sur un terrain, là, puis plusieurs milliers d'acres, tu ne peux plus t'en servir pendant 50, 60, 100 ans.
Rappelez-vous de Tchernobyl, là, radioactif, et tout ça. Bon. L'uranium affaibli semblerait, je ne le confirme pas, je vais continuer mes vérifications, mais les alliés, les États-Unis, actuellement, des missiles qui s'en vont pour l'Ukraine, contiendraient de l'uranium affaibli. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Les plus belles terres agricoles au monde, c'est le Donbass, là, jusqu'à Bakhmut, même un petit peu plus vers l'ouest, en te descendant, puis là, tu as la mer Noire, puis tu as la mer Baltique, puis tu as le Odessa. Toutes les terres les plus belles agricoles, là, tu sais, du côté est de l'île, c'est là. Et qu'est-ce qui arrive si tu envoies un missile qui contient de l'uranium, puis tu le fais exploser dans cette région-là? Les terres sont plus bonnes pour 3 générations. Ça serait grave. Pour ne pas perdre la face. Ça serait grave, ça, si jamais, quel que soit le pays de l'OTAN, écoute les États-Unis, puis parce qu'ils sont tellement orgueilleux, tant qu'à faire, on va les écœurer. C'est comme si tu pitchais un botch de cigarettes avant de partir. Ça serait sale. Bien sale. J'espère que Joe Biden, sa gang, ne sont pas des sales. Parce qu'à mon avis, ce serait sale. Ça fait longtemps que ça devrait se terminer, cette affaire-là. Ça fait longtemps que Vlad, il dit « Pourquoi vous ne voulez pas jaser? » Xi Jinping commence à le dire, le président de l'Iran commence à le dire, le président turc commence à le dire. Des fois, je me demande si Macron, il n'est pas en train de se réveiller parce que sa population commence à dire « Hey, le tabarouette de tweet, tu vas-tu arrêter, là? Ça va pas bien en France, tu veux-tu t'occuper de la France? » Même chose au Royaume-Uni. Le nouveau président commence à se faire dire « Hey, le 2 de pique, tente pas de t'occuper du Royaume-Uni. » Puis c'est la même chose en Allemagne. N'oubliez pas qu'eux autres, c'est toute une gang d'esclaves, là. Ils sont tous debout, des petits poissons rouges, là, puis c'est Biden qui lui dit quoi faire, là. Le démocrate aux États-Unis, là. C'est tous des esclaves, ça, là. Là, ils commencent à se réveiller. J'espère que les États-Unis ne seront pas sales et que ce que je viens de dire concernant l'uranium affaibli, par une histoire de vengeance, pour ne pas perdre la face, pour écœurer une partie du monde, bien, on va scraper toutes leurs terres agricoles. Je ne sais pas si vous le savez, là. Le début de cette guerre-là a fait en sorte que l'inflation commence partout à travers le monde parce qu'il y a du blé, il y a du maïs. C'est écœurant, les richesses naturelles, là, ces terres agricoles qui sont là. Puis j'espère que les Américains ne seront pas des maudits sales. C'est clair, ça? Hey, ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime ça être de bonne humeur. On va se revoir mardi prochain. Salut! Souf!